Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de débunkage de Jean-Marc Jancovici, Monsieur Jean-Marc Jancovici, pardon. Petite remarque, la figure de Jean-Marc Jancovici me sert de prétexte, mais je m'attaque non pas à la personne de Jean-Marc Jancovici, mais plutôt à une idée très très largement répandue dans la bouche de certaines personnes, et moi-même j'ai pu la tenir, cette réflexion complètement débile. Et j'ai entendu Jean-Marc Jancovici la tenir récemment, mais encore une fois, c'est pas le seul, sauf que lui, c'est un youtubeur, Jean-Marc Jancovici, hein, ça peut en choquer certains, mais c'est un fait. Jean-Marc Jancovici est un youtubeur français très connu et très respecté. Et donc, je préfère m'attaquer, entre guillemets, à quelqu'un qui a infiniment plus d'influence, de pouvoir et de notoriété que moi, plutôt que de m'attaquer à quelqu'un de moins connu. Il me semble que c'est quand même beaucoup plus dans l'esprit de Coubertin. Et ensuite, il faut bien comprendre que j'ai beaucoup de respect, voire même d'admiration pour certaines des connaissances de Monsieur Jean-Marc Jancovici. Et j'ai un profil différent du sien. Et moi, je crois en l'esprit de la dispute, dans son sens un peu vieilli, un peu ancien. C'est-à-dire, c'est l'interaction entre les raisonnements et les discours qui nous mène à toujours améliorer notre vision du monde. Et donc, voyez cette vidéo non pas comme une tentative de décrédibiliser Monsieur Jean-Marc Jancovici, mais de partager avec tout le monde de manière à construire, à ce que chacun puisse se construire une idée du monde de plus en plus juste. Alors, je voudrais parler aujourd'hui de la phrase très très célèbre: et comment on fait pour avoir une croissance infinie dans un monde fini? Un truc que je pense qu'on a tous entendu. D'ailleurs, pour première petite réflexion, vous remarquerez que les gens qui se disent écolos et qui sortent cette phrase, c'est souvent quand ils sont acculés, quand leur interlocuteur... Et d'ailleurs, la fois où j'ai entendu Jean-Marc Jancovici en parler récemment, j'essaierai de retrouver la vidéo, c'était peut-être une émission de radio, c'était effectivement le cas. Je crois que son interlocuteur lui disait... relativiser ce qu'il disait, ses propos, les chiffres qu'il avançait, et puis Jean-Marc Jancovici, comme bien d'autres, se rabattait vers: ah oui, mais comment, dites-moi alors, s'il n'y a pas de problème, comment on fait pour avoir une croissance infinie dans un monde fini? C'est une phrase complètement... Enfin, c'est un sophisme, c'est un syllogisme, c'est une phrase assez débile quand on y réfléchit. C'est pour ça que j'aimerais que collectivement, on s'attaque à elle, on la détruise, puisqu'elle est aussi extrêmement anxiogène. Effectivement, moi le premier, depuis longtemps, je suis un peu préoccupé par cette idée. Comment toujours développer le PIB de notre pays, même des pays du monde, avec cette idée que derrière, il y aura un mur. Mais en fait, ce mur n'existe pas, entre guillemets. Déjà, première raison pour laquelle cette phrase est débile, c'est que la question de la croissance non régulée illimitée, elle appartient pas à l'humanité. Enfin, elle n'est pas apparue avec la croissance humaine, puisque les végétaux sont apparus des centaines de millions d'années avant les espèces de paranthropes, donc ils sont même pas les humains, c'est les presque humains qui sont apparus il y a environ, 7 millions d'années. Allez, on va être très très gentil, on va dire il y a 10 millions d'années. Et donc, c'est pas très pertinent de voir une différence, d'accuser l'humanité de cette croissance, alors que, voilà, encore une fois, le vivant et la croissance non régulée infinie, ça remonte à des temps immémoriaux. Ça n'a rien à voir avec l'ère industrielle, entre guillemets, hein, sur le plan théorique. Deuxièmement, le gros problème de cette affirmation, comment fait-on pour avoir une croissance infinie dans un monde fini? La Terre n'est absolument pas un système fini. Hein. C'est du négationnisme historique, j'ai envie de dire, et c'est même du négationnisme scientifique. La Terre n'est absolument pas un système fini. Pourquoi? Parce que la Terre reçoit en permanence de l'énergie et de la matière du reste de l'univers, du système solaire, et différents corps du système solaire, mais pas que. Hein. Toutes les étoiles que nous voyons, et même celles que nous ne voyons pas, nous envoient des rayonnements, de l'énergie, et même parfois même carrément de la matière. Et en plus, la science ne saurait en aucun cas défendre l'idée qu'elle a la prétention de connaître toutes les formes de rayonnement que nous recevons, parce que ce serait prétendre qu'on connaît toutes les formes de rayonnement, de transfert de l'énergie, transfert de l'information dans l'univers, et non, c'est pas dans la démarche scientifique d'en arriver à ce genre d'affirmation. Entre parenthèses, si vous me permettez de lire mes notes, là, parce que j'ai quelques notes avec quelques sources, le 14 septembre 2015, l'humanité, première équipe de l'humanité, qui a vérifié, qui a détecté réellement les ondes gravitationnelles.
Donc, quelque part, on vient encore une fois d'avoir un exemple extrêmement récent de type d'onde que reçoit la Terre et que nous venons à peine de détecter. Bon, les travaux d'Albert Einstein avaient permis de suspecter leur existence, mais on vient à peine de les détecter. Donc soyons un petit peu modestes, quand on parle de système fini, ça impliquerait par réciprocité de savoir tout ce que la Terre reçoit, et on est loin de savoir, et même on est loin de tout savoir sur le fonctionnement de la Terre. Hein. Dans le cas de la Terre, l'essentiel du rayonnement connu vient, c'est le rayonnement solaire, donc qui vient de notre astre, de notre système solaire, le Soleil, et donc la Terre reçoit constamment de l'énergie, une énergie dans des quantités assez phénoménales, je vais vous donner quelques chiffres pour la mettre en regard de la consommation mondiale, totale. L'énergie consommée en 2018 par toute l'humanité, c'est environ 14 gigatonnes équivalent pétrole. On s'en fout de l'unité dans l'absolu, le chiffre c'est 14. 14 gigatonnes équivalent pétrole. Source dans la description, bien sûr. Est-ce que vous vous êtes posé la question, si vous avez vous-même dans votre vie dit on ne peut pas avoir une croissance infinie dans un monde fini, est-ce que vous êtes déjà demandé combien le Soleil nous envoie d'énergie par rayonnement solaire, annuellement, au regard de cette consommation de 14 gigatonnes équivalent pétrole? Eh bien, alors, je manque un peu de sources. J'ai trouvé une source plus ou moins sérieuse de 1367 watts par mètre carré. Ça d'accord. Je manque de sources pour la réponse qui va nous permettre de bien comparer, c'est 92 000 gigatonnes équivalent pétrole. C'est-à-dire qu'en 2018, source dans la description, l'humanité a consommé 14 gigatonnes d'équivalent pétrole, et elle en a reçu à peu près 92 000 gigatonnes équivalent pétrole. Donc voilà, quand on vous dit on est dans un monde fini, c'est ce que je vous dis, c'est du négationnisme scientifique, c'est du négationnisme historique. Alors certes, cette quantité d'énergie varie dans le temps, bien sûr. C'est pas si simple que ça, puisque l'énergie que nous recevons du Soleil, une partie est absorbée par l'atmosphère. Moi, je vous ai donné là le chiffre maximum, mais encore une fois, 92 000 gigatonnes équivalent pétrole. J'ai trouvé des simili de sources, mais je ne suis pas très satisfait. Je préférerais des publications scientifiques. Si vous en avez, ça m'intéresse. Si j'en trouve, je le mettrai dans la description. Donc voilà, il faut quand même mettre en regard ces deux chiffres. C'est-à-dire que même maintenant, en 2018, on consomme, on multiplierait par 1000 notre consommation, on n'arrive pas à ce qu'on reçoit, ce que la Terre reçoit du Soleil. Ah oui, donc je disais, il y a l'énergie absorbée par l'atmosphère, réfléchie par l'atmosphère aussi, qu'on ne peut pas utiliser. Mais il y a aussi l'énergie réfléchie par effet d'albédo, dans les déserts, sur les étendues de glace, les étendues de neige, etc. etc. Mais même malgré ça, c'est quand même l'énergie du Soleil qu'on reçoit tous les ans, elle est quand même formidable, bien supérieure à ce que nous consommons. Donc c'est pas un système fini, la Terre. Il y a aussi d'ailleurs un autre exemple plus alambiqué. Vous savez que la Lune et la Terre interagissent par attraction gravitationnelle l'une sur l'autre. La Lune crée des marées sur Terre. Et donc en fait c'est une conversion d'une force, une conversion. L'attraction gravitationnelle que la Lune exerce sur la Terre est convertie en énergie via les frottements. Et donc c'est encore une fois un exemple que la Terre n'est pas un système fini, puisqu'elle reçoit quelque part une partie de l'énergie de la Lune. Un autre exemple d'énergie que nous recevons, un peu plus alambiqué. Bon, après, vous allez me dire, oui, mais la Lune, ça fait partie du système terrestre. Oui, bon, d'accord. Une autre remarque, moi je rappelle que je suis pro-nucléaire, si tant est que ça veut dire quelque chose. Il me paraît évident, indispensable et crucial que la France garde à tous les niveaux sa pleine maîtrise et tous ces outils nucléaires, qu'ils soient dissuasion, force d'attaque militaire, qui soit utilisation dans la fission nucléaire, développement, fusion nucléaire. Moi, j'irais même dire, il faudrait je suis pour la démocratisation encore plus de l'énergie nucléaire, puisque je me suis penché un petit peu sur la question du transport maritime. Je me suis posé la question, est-ce qu'il existe des navires à propulsion nucléaire? Puisque ça me paraît extrêmement souhaitable, puisque c'est quand même beaucoup plus facile, il me semble, de contrôler la pollution générée par
des engins à propulsion nucléaire que par la pollution générée par des navires à moteur à combustion, puisque moteur à combustion, les gaz d'échappement sont relargués dans l'atmosphère, et après on va respirer toutes les saloperies qui sont générées. C'est quand même une pollution beaucoup plus diffuse et beaucoup plus difficile à contrôler que les énergies nucléaires, puisque c'est un déchet, pour résumer, assez solide, dont on a la liberté assez rapidement de l'enrober, de le retraiter, etc., etc. Et puis on a besoin de développer les filières de traitement de ces déchets nucléaires. Donc, entre guillemets, il faut en générer davantage pour que ça devienne de plus en plus financièrement intéressant. Je vous dis que je suis pro-nucléaire parce que quand je critique Jean-Marc Jancovici, il y a des gens qui viennent me dire, me répondre que faut arrêter de fantasmer sur le solaire au détriment du nucléaire. Mais moi, je suis pour les deux énergies. Hein. Je ne critique pas Jean-Marc Jancovici pour dire qu'il faut s'affranchir du nucléaire. Hein. Je préfère le préciser. Je vais même en rajouter une couche. J'ai travaillé sur une thématique proche de la cétologie, puisque je fais partie de ces chercheurs qui proposent aux cétologues des outils de suivi de cétacés, suivi d'abondance, suivi de richesse spécifique. Et je pense aux cétacés. Il me paraît évident que si on convertissait une grande partie de notre transport maritime de moteurs à combustion vers les moteurs à centrales nucléaires, on réduirait drastiquement le bruit généré. Et le bruit, c'est un gros problème hein, pour la vie marine en général, et notamment pour les cétacés. En outre, un autre exemple, je suis allé passer un mois en road trip à Madagascar. Je me suis régalé. Mais Madagascar, c'est un de ces pays qui a une richesse, une biodiversité autant formidable qu'elle est en train de disparaître, notamment à cause de la déforestation. Il me semble qu'il serait très souhaitable que l'énergie d'origine nucléaire civile se développe, se démocratise, que son coût d'exploitation diminue, puisque, par exemple, à l'échelle de Madagascar, si on pouvait développer les centrales nucléaires, peut-être que ça serait un moyen de stopper ou de faire tomber drastiquement la déforestation en fournissant gratuitement ou presque à tout le pays une forme d'énergie beaucoup plus facile à utiliser que le bois, hein, parce que le bois, il faut aller le chercher, il faut le couper, il faut le brûler, il y a des pertes. Voilà, si on veut lutter contre le braconnage, le charbon de bois, le charbon de brousse à Madagascar, il me semble que ça peut paraître drastique, mais quelques centrales nucléaires, il me semble que ce serait un choix préférable si on veut vraiment conserver la biodiversité et le patrimoine touristique. Si vous trouvez ma réflexion pertinente, je vous invite à laisser un pouce vers le haut, puisque c'est comme ça que ça contribue au référencement de la vidéo, puis moi ça me permet de savoir si ça vous a plu. Si vous pensez que mes propos sont pertinents, je vous propose de vous abonner à cette chaîne YouTube, pardon. Et puis encore une fois, la prochaine fois que vous entendez quelqu'un vous dire comment on fait pour avoir une croissance infinie dans un monde fini, contredisez-le, hein, contredisez-le, parce que là c'est un vrai problème hein, qu'on devrait peut-être incorporer au programme d'instruction dans l'éducation nationale. À l'école primaire, puisque je pense que c'est un problème assez répandu. Vous pouvez aussi lui envoyer cette vidéo, partager cette vidéo, c'est peut-être un bon moyen de lutter contre ce sophisme, j'ai pas d'autre mot, hein, il me semble que c'est un pur syllogisme. Si ça vous intéresse de lutter contre les syllogismes, je vous invite à regarder la vidéo où je débunk la confusion qui est faite entre intelligence artificielle et apprentissage machine. Et puis aussi les peurs, angoisses non fondées que les gens ont de l'intelligence artificielle qui n'existe pas, c'est que de l'apprentissage machine. Je vous mets 2 suggestions de vidéos qui vont apparaître à l'écran maintenant.